Picoty Solaire, expert en solutions photovoltaïques pour un avenir durable. Et Akena, la reine des vérandas et des pergolas, vous présente Sud Radio. La planète demain, Christophe Debien. Bienvenue dans La planète demain sur Sud Radio, l'émission qui aborde l'écologie de façon positive et optimiste. Dans la seconde partie de notre émission, nous aurons le plaisir d'accueillir Étienne Valtel, directeur général de la société Altens, premier fournisseur français d'une gamme de carburants alternatifs pour le secteur du transport. Mais pour l'heure, nous allons parler décarbonation du transport routier. Justement, on parlait d'alternatifs, de carburants alternatifs. Ça rentre un peu dans ce cadre-là. Et pour cela, nous accueillons Jean-Yves Carbrat, directeur général de l'entreprise MAN Truck & Bus, qui est l'un des principaux constructeurs européens de véhicules industriels. Bonjour Jean-Yves Carbrat. Bonjour. Peut-on dire que la décarbonation du transport routier de marchandises est au cœur de vos préoccupations chez MAN ? Oui, absolument. Et je pense qu'elle n'est pas seulement au cœur des préoccupations de MAN, elle est au cœur des préoccupations du transport en général. Le transport représente presque 30% des énergies, des émissions polluantes, émissions de CO2, en France. Donc c'est évidemment des sujets qui sont majeurs et sur lesquels on agit concrètement. Alors on voit de plus en plus de véhicules électriques, notamment des voitures électriques. Mais où est-ce qu'on en est sur les plus gros véhicules comme les camions ou les bus et pourquoi un tel décalage aujourd'hui ? Alors, on est en plein dedans. Aujourd'hui, tous les constructeurs, et MAN, bien sûr, n'y fait pas exception, lancent des gammes de véhicules 100% électriques. Par rapport à la voiture particulière, c'est sûrement quelque chose qui est arrivé un petit peu plus tard, parce que les enjeux étaient un peu plus compliqués. On parle évidemment d'énergie embarquée bien plus importante que sur une voiture particulière. Des problématiques de recharge également qui sont plus complexes, puisque, je le répète, le véhicule embarque plus d'énergie. Mais on est arrivé aujourd'hui à une situation où, les véhicules électriques à batterie ont leur place dans l'écosystème. Alors, est-ce qu'il y a des différences entre le transport de marchandises et de voyageurs dans l'adoption de l'électrique chez MAN ? Alors, ce qu'on peut dire, c'est que le transport de personnes, et notamment le transport urbain, les bus, pour les citer, sont déjà très en avance, puisque c'est un marché dans lequel bientôt la moitié des bus urbains distribués seront des bus électriques. Et en tout état de cause, quasiment plus aucun bus urbain aujourd'hui ne fonctionne à l'énergie diesel. Donc il y a une avance qui existe déjà dans le transport urbain et qui est assez compréhensible, puisque le type d'usage, ce sont des véhicules qui roulent en ville, et par conséquent qu'il est assez facile de recharger et d'avoir l'autonomie nécessaire pour les exploiter normalement. Alors comme on parle de véhicules électriques justement, est-ce qu'il existe une technologie unique pour tous les acteurs ? Alors il y a une technologie principale qui est basée sur des batteries NMC, c'est un peu technique, mais c'est la chimie... Alors NMC c'est quoi alors ? Mais NMC. Nickel, manganèse et cobalt. Ouais. C'est la chimie de la batterie qui fait que elle va pouvoir développer le maximum d'énergie par rapport à son poids. Donc ce type de technologies aujourd'hui sont bien maîtrisées. Elles permettent d'offrir des autonomies assez intéressantes, notamment en les comparant au poids qu'elles nécessitent d'embarquer dans le véhicule. Les véhicules électriques aujourd'hui, enfin les véhicules électriques lourds permettent de répondre à tous les usages, j'imagine. Alors pas tous, non. Évidemment, quand on est sur du transport international, très grande distance, très grande charge, ça n'est pas forcément aujourd'hui la solution ultime. En revanche, je dirais que dès aujourd'hui, près de 50% des cas d'usage peuvent être transformés en véhicules électriques, puisque l'autonomie nécessaire, ou les charges transportées nécessaires, répondre au cahier des charges d'un véhicule électrique. Et si on parle des conducteurs, des chauffeurs, qu'est-ce que ça a changé dans leur quotidien en fait, ou même les passagers d'ailleurs ? Alors, on va rester davantage sur le transport de marchandises, donc les camions. Ouais. Finalement, il y a deux grands changements. Le premier, c'est le comportement de conduite qui conduit les conducteurs de véhicules électriques à rouler de façon plus vertueuse et de facto de réduire également les consommations d'énergie, évidemment, mais l'usure des pneumatiques, la sinistralité du véhicule, puisque finalement, on le conduit de façon plus sobre.
Et puis un deuxième critère que j'aime beaucoup, c'est finalement l'image que ces propres conducteurs peuvent avoir auprès de leurs proches, de leur famille, de leurs amis. Ils passent d'une position parfois de pollueur au contraire à une position de conducteur vertueux. Est-ce qu'il y a un impact sur le coût du transport de marchandises lorsqu'on a un camion électrique, enfin un camion qui fonctionne à l'électricité plutôt qu'au diesel? Cet impact est-il important? Alors c'est un paradoxe, mais on pense que le coût complet d'un véhicule électrique par rapport à un véhicule thermique, dès l'année prochaine, va se retrouver quasiment à iso-coût par rapport à un véhicule diesel, alors même que le véhicule coûte plus cher, bien sûr. On parle souvent de 2 fois et demi plus cher par rapport à un véhicule thermique, mais grâce aux économies aussi réalisées, puisque l'énergie coûte 2 fois ou 2 fois et demi moins cher. Et donc finalement, l'un dans l'autre, le coût de revient du véhicule est à peu près semblable. Alors, selon vous, est-ce que le véhicule électrique, donc poids lourd électrique, signe la mort du poids lourd thermique? Non. Alors j'ai parlé de mix énergétique. Oui. On pense effectivement que d'ici 2030, dans 5 ans, près de 1 camion sur 2 vendu pourrait être un camion électrique. Donc c'est un chiffre important. Pour autant, il restera des cas d'usage, j'en ai parlé tout à l'heure, pour lesquels la solution de véhicule à batterie ne sera pas optimale. La très longue distance, j'en ai parlé. Et ce type de véhicules, probablement, pourront être davantage des véhicules hydrogène, mais dans un avenir, évidemment, plus lointain. Ça veut dire que, finalement, il y a un certain nombre de solutions de transport qui sont innovantes et durables. Quelles sont-elles chez MAN, ces solutions d'avenir ? En fait, notre vision, elle est assez simple. Et elle est également dictée par l'évolution du règlement européen en matière de réduction d'empreinte carbone, de réduction de CO2. Finalement, un certain nombre de solutions de transition existent qui consistent à utiliser ce qu'on appelle des biocarburants. Donc ce sont des carburants qui réduisent de 65 à 90% les émissions de CO2 du puits à la roue. Ou devrais-je dire du champ à la roue, puisque par définition, les biocarburants sont très souvent issus du monde végétal. Ce sont des solutions qui ont du sens, mais qui ne sont pas suffisantes pour que les véhicules, réellement, n'émettent plus de CO2. Et ces solutions pour les véhicules qui n'émettent plus de CO2, c'est les solutions de type électrique ou hydrogène. Donc notre vision, c'est un mix entre des solutions de transition type biocarburant, et puis des solutions à terme, zéro émission, électrique, et puis après-demain, hydrogène. Alors chez MAN, vous avez conservé une gamme de véhicules dits à motorisation conventionnelle, donc thermique. Pour ces camions, qu'en est-il de la réduction de consommation de carburant et des émissions de CO2 en comparaison à vos véhicules électriques ou à hydrogène, futurs à hydrogène? Oui, alors on travaille depuis des années à la réduction des émissions polluantes des véhicules. Ça s'est traduit par des normes appelées Euro 1, 2, 3, 4, 5. Aujourd'hui, on est dans les normes Euro 6. Et pour vous donner un ordre d'idée, depuis 4 ans, nos véhicules thermiques ont à peu près réduit de 20% leur consommation de carburant, et donc d'autant en termes d'émissions de CO2. Donc il y a des vrais progrès, y compris dans le monde du thermique, qui sont faits. D'accord. Alors sur quelle technologie de motorisation pariez-vous finalement chez MAN ? On parie naturellement, comme je le disais, sur les solutions zéro émission, puisque c'est l'enjeu de l'avenir en Europe. Et on est persuadé que compte tenu du coût d'exploitation, les véhicules électriques prendront une part importante du mix énergétique d'ici 2025 et puis progressivement d'ici 2030. Alors dans le cadre de votre développement commercial, y a-t-il une demande qui est croissante de vos clients pour des camions électriques ou à hydrogène ? Oui, et ce qu'il faut dire aussi, c'est que cette demande, elle est également supportée par l'État français, en tout cas par des politiques vertueuses en matière d'accompagnement de la transition énergétique. À titre d'exemple, l'ADEME, qui est
bien connus faisant tout ce qu'ils peuvent pour favoriser le verdissement des véhicules, a mis un programme en place qui s'appelle e-Trans et qui donnait la possibilité à des transporteurs de bénéficier de subventions de façon à accélérer leur transition vers des véhicules zéro émission. Donc la demande existe, les pouvoirs publics accompagnent, les chargeurs aussi, puisque eux aussi sont très concernés par leur empreinte carbone et leur politique RSE. Donc il y a une espèce d'une union sacrée qui se fait pour pousser progressivement vers le zéro émission. Et si on parle d'autonomie de vos modèles de camions électriques, en combien de temps se recharge-t-il ? Alors ça dépend de la puissance du chargeur, mais il existe aujourd'hui ce qu'on appelle des méga chargers qui peuvent permettre de recharger l'essentiel de la batterie, souvent entre 10 et 80%, en moins d'une heure, voire même un peu plus rapide sur des très gros chargeurs. Donc c'est quelque chose qui est tout à fait faisable pendant l'exploitation d'un véhicule. Donc l'avenir du transport routier. Merci beaucoup. Merci infiniment Jean-Yves Carbrat, directeur général de la société MAN Truck & Bus. Nous nous retrouvons dans quelques instants avec Thibaut, notre French Trotter, pour un reportage en immersion. À tout de suite sur Sud Radio. Merci. Picoty Solaire, expert en solutions photovoltaïques pour un avenir durable. Et Akena, la reine des vérandas et des pergolas, vous présente Sud Radio. La planète demain, Christophe Debiens. Nous voici de retour dans La planète demain sur Sud Radio en compagnie de Thibaut, notre French Trotter qui nous emmène aujourd'hui en Bretagne, encore une fois d'ailleurs en Bretagne. Bonjour Thibaut, avec ces 5400 km de littoral que vous êtes en train de parcourir, les Côtes d'Armor ont un potentiel pour l'éolien en mer. Place à l'inauguration. 3, 2, 1... Oui Christophe, je suis au parc des expositions de Saint-Brieuc où j'assiste à l'inauguration de cette ferme éolienne offshore à quelques encablures d'ici. Parmi les officiels, j'aperçois Jean-Yves Le Drian, ancien ministre des Affaires étrangères, ancien ministre de la Défense. Et quand il était président du conseil régional, il a participé à la mise en place de ce que l'on appelle le pacte électrique breton. Monsieur le ministre, est-ce que je peux vous demander une réaction à chaud ? Est-ce que la Bretagne est pionnière ? Est-ce que la Bretagne montre la voie en matière de transition énergétique ? La Bretagne avait un handicap considérable qui était sa péninsularité électrique. Elle dépendait d'acheminement et d'approvisionnement extérieur. Elle n'avait une autonomie que de 7%. C'était une impasse. Et donc il a fallu relever ce défi. Mais elle a aussi une chance exceptionnelle, c'est d'être un gisement d'énergie marine renouvelable, avec non seulement les espaces maritimes, mais aussi la qualité des entreprises qui se sont investies dans ces nouvelles technologies, que ce soit l'éolien offshore normal, l'éolien offshore flottant ou l'hydrolien. Et donc c'est une capacité de rebond considérable. Et le parc qui vient d'être lancé, inauguré là maintenant, est le témoin de cette capacité à relever le défi. La Bretagne peut être un gisement considérable pour l'avenir en la matière. Et l'énergie verte ? Ça s'appelle l'énergie verte bleue. Merci Monsieur le Ministre. Alors je suis avec Emmanuel Rollin, président directeur général d'Iberdrola France. Alors quel est votre sentiment aujourd'hui ? Quel est votre état d'esprit en ce jour important ? Je crois que le principal sentiment, c'est la fierté. Très très fier du travail réalisé, très fier du succès du projet. Succès au niveau énergétique, puisque la production d'électricité décarbonée pour la Bretagne est au rendez-vous. Succès industriel, création d'usines, création d'emplois, plus de 1700 emplois en France mobilisés au cours de la vie du projet. Succès environnemental, puisque les impacts sur l'environnement ont été vraiment limités au maximum. Mais la meilleure preuve, et c'est le 4e succès, c'est la reprise de la pêche. C'est un engagement très très fort. Maintenant, on peut pêcher au sein du parc et la pêche est bonne. Les réticences locales ont disparu totalement ou en partie ? Il est toujours très difficile que tout le monde soit d'accord, mais je vois quand même, vous savez, il y a plus de 10 000 visiteurs qui sont allés avec des bateaux voir de près le parc éolien, et je crois que c'est le meilleur indicateur, avec la reprise aussi de la pêche au sein du parc, c'est le meilleur indicateur pour dire que finalement maintenant on est dans un climat beaucoup plus, voire très apaisé. On parle d'énergie renouvelable. J'ai entendu le président d'Iberdrola parler d'autres sources d'énergie, comme par exemple l'hydrogène. Est-ce que ce sont des pistes que vous étudiez, vous, en France ? Oui, ce sont des pistes que nous étudions, effectivement. La transition énergétique, elle va être multiforme. Donc il y a
L'important, c'est de sortir du fossile. Donc, c'est les énergies décarbonées, les énergies renouvelables, le nucléaire, le stockage aussi, c'est très important. Et puis, des nouvelles formes d'énergie qui participent en fait à substituer le fossile par d'autres types d'énergie, et entre autres l'hydrogène vert, c'est-à-dire l'hydrogène produit grâce à des énergies renouvelables, est une des pistes qui est tout à fait intéressante. Merci Thibaut, et à dimanche prochain pour de nouvelles aventures. Nous sommes de retour dans les studios de Sud Radio. Nous allons maintenant avoir le plaisir de recevoir Étienne Valtel. Étienne Valtel est directeur général de la société Altens. Bonjour Étienne. Bonjour. Altens, c'est le premier fournisseur français d'une gamme de carburants alternatifs pour le secteur du transport. On en parlait justement tout à l'heure, sur tout le territoire, c'est-à-dire sur l'ensemble du territoire français. Mais quel est votre engagement aujourd'hui ? Alors déjà, notre objectif chez Altens, c'est d'aider tous les utilisateurs d'énergie fossile à trouver une solution bas carbone. Pour bien comprendre en fait la problématique des émissions des carburants fossiles, c'est l'additionnalité, c'est-à-dire de rajouter du CO2 qui n'était pas présent dans l'atmosphère, d'en rajouter du supplémentaire par la combustion d'une énergie qui avait du carbone finalement piégé depuis des millions d'années dans le sous-sol. Donc l'objectif, il est double. Il est d'un côté d'utiliser des énergies complètement décarbonées, donc, par exemple, des énergies électriques issues du renouvelable, comme le photovoltaïque et l'éolien dont on vient de parler. Deuxième possibilité, c'est d'utiliser des carburants liquides qui vont être utilisés dans des moteurs assez classiques, donc qui vont avoir une combustion. Par contre, d'utiliser des carburants qui vont utiliser du CO2 qui va être recyclé en cycle court, c'est-à-dire de raccourcir ce cycle du carbone. Et typiquement, ce sont les biocarburants qui vont permettre d'un côté, par exemple, via la croissance d'une plante, de capter du CO2 atmosphérique qui, lui, va être relibéré lors de la combustion, mais finalement, ça va être assez neutre en termes d'émissions de CO2 supplémentaires. Il y aura juste les émissions de production de ces biocarburants qui vont impacter le bilan global. Alors, vous avez entendu notre premier invité. J'ai vu que vous l'écoutiez avec beaucoup d'attention. Jean-Yves Carbrat, directeur général de l'entreprise MAN Truck & Bus. Peut-être voulez-vous rebondir sur un de ses propos ? Je crois que le principal sujet aujourd'hui, c'est la mixité des énergies, parce qu'on était finalement tous habitués à avoir un seul vecteur énergétique qui était un combustible, que ce soit essence ou gazole, et il va falloir s'habituer dorénavant à utiliser plusieurs sources d'énergie. Ça, c'est quelque chose qui est un petit peu complexe à mettre en place parce que il va falloir adresser certaines typologies en fonction de l'activité du transporteur, par exemple, de l'industriel, en fonction de ses capacités d'investissement, de sa stratégie de décarbonation, et puis aussi de sa capacité aussi à finalement passer le surcoût de cette transition énergétique au niveau d'un client final. Alors, vous êtes distributeur d'énergie bas carbone, mais de quoi parle-t-on précisément ? Alors typiquement, on peut commencer par les biocarburants, qui sont ceux qui sont immédiatement utilisables, parce que déjà compatibles avec les moteurs existants. Il y en a deux pour le secteur du transport lourd, le B100 d'un côté, qui est issu de la filière agricole française, notamment via l'utilisation de graines de colza, qui vont être triturées. C'est le fait d'écraser cette graine pour en extraire de l'huile. Et cette huile va être transformée en biocarburant via une réaction chimique qui s'appelle l'estérification. Alors, il faut bien comprendre qu'on ne fait pas pousser du colza pour produire un biocarburant. Ce colza va être aussi utilisé pour fournir de la nourriture pour la filière alimentation animale via le tourteau, qui est le coproduit de cette huile. Et il y a un deuxième biocarburant qui a une forte dynamique en France depuis quelques années, qui s'appelle le HVO. Alors HVO, parce que là on a des auditeurs et des auditrices qui ne connaissent pas forcément tous ces termes. Qu'est-ce que cela signifie précisément HVO ? En fait, le HVO, c'est un procédé de fabrication de biocarburant via un procédé qui enlève l'oxygène d'une biomasse, injecte de l'hydrogène pour recréer
des chaînes hydrocarbures conventionnelles, très proches du diesel classique. D'ailleurs, on a du mal à faire la différence entre le HVO et le gazole si on les analyse, ce qui fait justement une compatibilité très forte avec les moteurs actuels. Alors qu'est-ce qu'il manque selon vous pour arriver à distribuer plus de HVO à la pompe ? Alors c'est pour ça qu'on parle de mix énergétique. Il faut bien comprendre que l'intégralité des gisements de matières premières, puisque le HVO est souvent fait à partir de déchets, on parle des graisses de stations d'épuration, des graisses de la filière équarrissage, d'huile issues des industries agroalimentaires. Donc ces déchets ont une volumétrie finie, donc on peut essayer d'aller chercher de nouveaux gisements, mais globalement on ne va pas produire des déchets pour faire des biocarburants, donc on ne va pouvoir que collecter les déchets existants. Donc bien sûr, ça ne suffira pas à remplacer tous les usages des carburants liquides existants. Et c'est pour ça qu'il est important d'aller chercher tous les gisements. On peut parler des gaz verts aussi, mais l'électrification aura un rôle clé dans cette transition énergétique. Alors, vous parliez de transition énergétique et on peut également parler des objectifs à 2030. Quels sont-ils pour la société Altenz, afin d'obtenir le zéro émission nette ? Alors, il faut déjà imaginer que nous, on est assez actifs dans la partie biocarburant. Là, on a une feuille de route qui est claire, puisqu'il y a une directive européenne qui nous dit qu'à 2030, il faudra 29% d'énergie renouvelable dans les transports. Donc, l'énergie renouvelable, c'est bien sûr les biocarburants, mais c'est aussi la partie renouvelable de l'électricité qui sera distribuée dans les bornes de charge. Donc 29%, ça fait beaucoup. Donc il y a quand même un gros challenge pour les années à venir. Alors vous apportez donc un grand nombre de solutions dans votre domaine, bien entendu. Peut-on dire qu'elles sont renouvelables et circulaires ? Et si oui, pourquoi ? Alors renouvelable, parce que justement c'est l'inverse des productions fossiles, donc là on vient vraiment un petit peu comme j'ai expliqué tout à l'heure, essayer de raccourcir le cycle du carbone. Donc l'utilisation des biocarburants est pour ça vraiment exemplaire, puisqu'on vient capter le CO2 d'un côté et il va être rejeté de l'autre au moment de la combustion. Et puis l'usage de plus en plus d'énergie complètement décarbonée aussi, via l'électrification. Je rappelle aussi que l'impact de l'électrification n'est pas que sur l'énergie en tant que telle, mais aussi sur le rendement de la motorisation. Un moteur électrique a un rendement quasiment 2 fois supérieur à celui d'un moteur thermique. Donc, c'est-à-dire que pour la même énergie restituée, on va diviser par 2 l'énergie utilisée. Donc ça, c'est un vrai vecteur non seulement d'énergie décarbonée, mais en plus de sobriété énergétique. Ce qui est aussi un point important. Donc des énergies, les énergies dont vous parlez, qui vont impacter le cours de la vie de nos auditeurs et de nos auditrices. Merci beaucoup, cher Étienne Valtel, directeur général de la société Altenz. On se retrouve dès la semaine prochaine sur Sud Radio dans La Planète Demain avec de nouveaux invités. À la semaine prochaine, 12h30. Et n'oubliez pas, soyons positifs. Akena, expert en carport et pergola solaire pour des économies et un avenir durable. Et Picoty Solaire pour que l'avenir s'éclaire avec des choix durables. Vous ont présenté Sud Radio, La Planète Demain, Christophe Debien.